Manque d'AESH, classe chargée, personnel en difficulté. L'inclusion est un défi quotidien pour de nombreuses équipes éducatives. Que prévoit l'institution ? Que manque-t-il ? Et quelles solutions défendre ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Véronique Bisoire, enseignante spécialisée et membre du bureau de la FEP CFDT 1 Rhône. Véronique, bonjour. Bonjour. Alors, première question. Dans le précédent épisode, on a pu voir avec Stéphanie Maldera qu'il y avait un manque important, un manque humain important, et notamment avec les AESH, ainsi que l'augmentation des effectifs. D'après toi, est-ce que ces difficultés sont-elles aujourd'hui généralisées dans l'enseignement ? Alors, c'est dans tout l'enseignement, avec des difficultés, des différences selon les départements, selon les académies, en termes de réponses humaines, de classes spécialisées, etc. Et comment l'institution répond-elle à ces enjeux ? Alors récemment, le Sénat a fait un rapport sur l'inclusion et la loi de 2005 qui disait qu'il fallait une recommandation de mieux former les enseignants au handicap. On y reviendra peut-être plus tard. Le ministère essaye de reprendre un peu la main sur la répartition des aides humaines. Avant, le problème, c'était que par rapport aux AESH, c'est la MDPH qui était prescriptrice des heures et des personnes et des aides, et l'éducation nationale qui était payeur. Donc un prescripteur d'un côté, un payeur de l'autre, c'était très difficile. Donc on va passer des PIAL qui géraient les AESH au PASS, où là, l'éducation nationale va tenter de reprendre un peu plus la main sur la prescription et que ça passe un peu mieux. Après, par rapport aux effectifs, les classes sont toujours aussi chargées, sauf que la différence, c'est que les enseignants malades ne sont plus remplacés. Il faut récupérer les élèves des autres classes. Donc, les élèves à besoins éducatifs particuliers se retrouvent avec une attention qui n'est pas celle qu'ils devraient avoir. Merci Véronique, on constate bien le manque de moyens. Quelles conséquences ce manque de moyens a-t-il sur le personnel d'après toi ? Alors sur les AESH, c'est que tous les 2 ou 3 ans, dit le rapport du Sénat, les AESH partent. Donc ils ne restent pas longtemps, il y a une difficulté à avoir une continuité de l'aide et du coup leur coopération avec l'enseignant est vite interrompue. Avec l'enfant, il n'y a pas un réel suivi avec les enfants de ce côté-là. Les enseignants ont un fort sentiment d'illégitimité parce qu'ils ont un manque de formation. Ils font le maximum mais se font remettre en cause par les parents, les rééducateurs qui ne se rendent pas compte que 8 élèves à besoins éducatifs particuliers dans une classe, c'est très lourd. Et les enseignants vivent des injonctions contradictoires énormes avec cette belle loi de 2005 pour l'inclusion des élèves en situation de handicap, avec des verbes tels que accueillir, inclure, différencier, aménager. Là, on a le travail prescrit. Mais le travail réel, c'est augmentation des besoins particuliers des élèves, augmentation du nombre d'élèves à besoins particuliers et surtout augmentation des démarches administratives avec des livrets numériques. Il faut changer les codes, ça ne marche pas, il faut recommencer. Il y a un livret de parcours inclusif, mais on ne peut pas faire du copier-coller. Si on apprend un document qu'on avait construit, un PPRE, un PASS, un PAP qu'on avait construit à une époque, on ne peut pas le recopier, il faut tout le réécrire. Face à ces difficultés, les syndicats ont forcément leur rôle à jouer. Quelles revendications porte la FEP CFDT pour mieux soutenir les personnels ? Alors, pour commencer, la FEP demande que la formation soit mieux préparée, mieux faite. Dans le premier degré, la formation initiale, elle est raccourcie. Et puis en plus, et c'est pas avec une journée d'observation pour le professeur stagiaire dans une école avec une classe spécialisée qui va pouvoir suppléer, aider, accompagner un élève en situation de handicap. Alors là, tu parles du premier degré. Moi, pour ma part, j'enseigne au second degré. Il ne me semble pas, à ma connaissance, que nous ayons la possibilité d'avoir des formations justement pour ces difficultés. Est-ce que tu confirmes ? Ah ben complètement. Sur le second degré, on est sur du didactique, mais sur la différenciation, etc., c'est pas assez fort. Et donc une formation spécialisée aussi plus conséquente.
Et puis limiter le nombre d'élèves, ça a toujours été une des revendications de la FEP. La FEP demande aussi du temps de travail en plus pour les AESH. Mais qu'on s'entende bien, c'est pas du temps de travail en plus pour que l'AESH aille faire manger un élève à la cantine. C'est du temps de travail en plus pour que l'AESH ait l'occasion de pouvoir parler avec le prof de français, préparer la séance de maths, voir comment elle pourra intervenir auprès de l'élève, etc. La FEP demande aussi que les enseignants spécialisés, entre autres, puissent avoir des moments d'analyse de la pratique. Il fut un temps où j'ai connu 6 mercredis, ça faisait soit 3 jours sur l'année, 6 mercredis matin d'analyse de la pratique avec un psychothérapeute. Dans toutes les professions où on a affaire à du public en difficulté, que ce soit des assistantes sociales, des éducateurs, des soignants, on a du temps d'analyse de la pratique. Formiris estime que ça, c'est pas une formation. Donc, hop là. Et ensuite, pour un véritable virage inclusif, la FEP demande que les enseignants soient formés à la conception universelle des apprentissages, c'est-à-dire apprendre aux enseignants, premier, second degré, à préparer la différenciation dans la préparation dès le départ, de penser à toutes les aides dès le départ et non plus comme une réponse parce qu'il y a eu un échec d'un élève. Merci Véronique, j'espère que la FEP sera entendue. Comment les valeurs de solidarité, d'émancipation et de lutte contre les discriminations sont-elles mises à l'épreuve pour les difficultés de l'inclusion ? Il y a plein de valeurs de la République et de la CFDT qui sont mises à mal. Je commencerai par la République. L'État doit faire des économies, mais là, il en fait aussi sur l'avenir des enfants. Donc, on n'est plus dans l'égalité, la fraternité, et c'est très difficile d'avoir une réelle lutte contre les discriminations parce qu'il faudrait pouvoir donner plus à ceux qui ont plus de besoins. La valeur d'émancipation de la FEP, là, c'est difficile. Les enseignants ont de plus en plus de prescriptions, d'injonctions avec des programmes on ne peut plus dirigistes, des demandes administratives alourdies. Comme si on n'était pas capable de penser par nous-mêmes et de réfléchir à tout ça. Et puis, les collègues aimeraient être solidaires les uns des autres, c'est sûr, mais avec les conditions de travail, les exigences de l'inclusion à la française, chacun a le nez dans le guidon de ses préparations de classe et voilà. Et donc, l'inclusion telle qu'elle est actuellement vécue en France est vraiment n'a pas les moyens de ses besoins. Et enfin, pour conclure, il me semble important également d'évoquer le lien avec les familles pour favoriser l'inclusion. Quels conseils la FEP-CFDT peut-elle donner aux enseignants pour faciliter justement cette relation ? Alors, pour des parents, comprendre, accepter que son enfant n'est pas comme les autres, est extraordinaire d'une manière ou d'une autre, ça demande de beaucoup expliquer. Quand ils amènent leur enfant pour leur première rentrée en petite section, beaucoup de parents n'ont pas du tout conscience que leur enfant aura des problèmes et déjà avec des difficultés. Donc il faut facilement 3 ans pour que les parents acceptent, comprennent, changent leur image de l'enfant idéal qu'ils avaient. Et ça demande de beaucoup discuter avec les enseignantes du premier degré au départ pour comprendre tout ça. Ça demande une écoute, de la bienveillance, une écoute active, de leur faire parler aussi de leurs ressentis, de leurs sentiments et surtout de les déculpabiliser. Et puis accompagner les parents vers des associations, des rééducateurs, avoir une liste toute prête pour dire écoutez, il y a des associations dans le secteur qui peuvent vous aider. Il y a des rééducateurs, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Faire une liste de ceux qui sont corrects et qui sont effectivement bien formés, tels que avec des vrais diplômes d'État. Quand on a quelque chose de difficile à leur dire, rappelez que c'est notre posture d'enseignant, qu'on va leur dire quelque chose de difficile à entendre peut-être pour eux, mais notre rôle de professionnel, c'est de les prévenir. Et en même temps, de toujours retrouver le côté positif de l'enfant qui va avoir des bons copains, qui est facile à vivre pour les autres, trouver toujours quelque chose de positif. Et expliquer, faut savoir prendre le temps. Quand on pense qu'il y aura peut-être un jour une SECPA, une ULIS, une IME, c'est le préparer à l'avance, dire, vous savez,
faire un PAP pour votre enfant. Ça lui permettra, quand il sera au collège, quand il passera le bac, quand il passera le brevet des collèges, d'avoir du temps supplémentaire. Et il aura besoin de temps parce qu'il va apprendre à compenser pour certaines choses. Et puis leur laisser toujours l'espoir, rappeler qu'il y a des grands ingénieurs qui étaient des multidis et qui avaient des gros soucis, qui n'étaient pas du tout des personnages ordinaires. Merci beaucoup Véronique pour ces conseils très précieux et merci à toi pour cet échange. Dans le prochain épisode, j'accueillerai Lucine Colombon, enseignante du premier degré, pour parler plus précisément des relations avec les familles. Merci Véronique, à bientôt.